Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, je suis David pour Ordi Répar et aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet d'actualité qui est l'arrêt du support de Windows XP par Microsoft le 8 avril 2014. Alors au moment où je vous parle, nous sommes le 4 avril 2014, donc le support n'est pas encore arrêté, il va s'arrêter dans 4 jours et peut-être que certains d'entre vous se posent la question de savoir qu'est-ce que ça implique réellement, qu'est-ce que ça va apporter comme changement réellement, est-ce qu'ils vont quand même pouvoir utiliser leur ordinateur, qu'est-ce qui va se passer, quelles sont les solutions. Donc je pense que effectivement aujourd'hui il y a déjà pas mal d'informations sur internet et je voulais également apporter ma petite pierre à l'édifice pour vous donner mon point de vue sur la question et essayer de vous apporter peut-être des réponses. Donc c'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo immédiatement. Pour bien comprendre la problématique, il faut se replacer dans le contexte d'origine et voir à quel moment est sorti Windows XP. En effet, Windows XP a été commercialisé officiellement le 25 octobre 2001. Effectivement, ça commence à faire un certain nombre d'années. Mais effectivement, à ce moment-là, l'usage qu'on avait de l'informatique, des ordinateurs, et notamment d'Internet, n'était pas du tout le même que celui qu'on peut connaître aujourd'hui en 2014, et qu'on connaîtra certainement à l'avenir. Donc évidemment, Windows XP n'a pas été conçu pour ces usages-là. Au départ, effectivement, Windows XP s'adressait à des ordinateurs qui allaient très certainement et très souvent être dans un milieu informatique d'une entreprise, par exemple, effectivement sur un réseau informatique de l'entreprise, où là, il pouvait y avoir des débits corrects, mais en réseau local, on n'a pas tout à fait les mêmes problématiques que ce qu'on peut connaître avec Internet. Et l'usage domestique, je dirais, qu'on peut en avoir à la maison, n'est pas le même que dans une entreprise, en tout cas pas à ce moment-là. Il se trouve que, effectivement, à la maison, en général, on n'a pas de connexion au débit, ou très rarement. Il y a très très peu de privilégiés qui avaient déjà des connexions au débit à cette époque-là. En général, on avait plutôt une connexion bas débit avec un modem 56K. Et évidemment, dès qu'on voulait télécharger quelque chose, ça prenait un temps considérable. Donc, admettons, un programme qui faisait par exemple 1 mégaoctet, à l'époque, ça prenait une bonne grosse dizaine de minutes. Sachant qu'aujourd'hui, un programme qui fait 1 mégaoctet avec des connexions ADSL, et je ne parle même pas de la fibre, ça se fait en un claquement de doigts. C'est quelques secondes, 2-3 secondes, pas plus. Donc voilà, le problème n'était pas le même. Et évidemment, les questions de sécurité n'étaient pas les mêmes non plus, forcément, puisque les virus qu'on connaît aujourd'hui, dont on parle nécessairement aujourd'hui, se répandent très 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 souvent par Internet. À l'époque, c'était beaucoup moins le cas. Alors, il y en avait également, les virus existaient déjà à cette époque-là, mais on se posait moins la question de la propagation par Internet parce que, même pour un virus, il fallait quand même que le code du virus soit téléchargé dans l'ordinateur et ça prenait un certain temps. Et comme à l'époque, les connexions Internet n'étaient pas permanentes, c'est-à-dire qu'on avait le modem à la maison et quand on avait besoin d'utiliser Internet, on cliquait sur connexion, ça mettait un petit temps, ça téléphonait à un numéro spécialisé qui nous mettait en relation avec les serveurs qui nous permettaient d'accéder à Internet. Et qu'on était en plus très souvent facturé à la durée, on essayait d'y passer le moins de temps possible. On y allait pour télécharger simplement les mails, faire envoyer, recevoir des emails, regarder ce qu'il y avait, peut-être regarder 2 ou 3 pages d'actualité sur Internet. Pourquoi pas télécharger 1 ou 2 fichiers, 1 ou 2 programmes éventuellement qui pouvaient nous intéresser, 1 ou 2 documents éventuellement qui pouvaient nous intéresser, généralement de petite taille, parce qu'on n'y passe pas forcément des heures, et on coupait la connexion tout simplement après. Alors il se pouvait à ce moment-là que les connexions ne soient pas établies et correctement et que les virus en tout cas ne puissent pas se télécharger. L'un des vecteurs d'infection à ce moment-là en tout cas pouvait être éventuellement l'email. Les emails ont permis de propager certains virus parce que c'était un moyen d'être certain que le virus serait téléchargé entièrement. Seulement voilà. La plupart des moyens de propagation étaient surtout des disquettes, des CD-ROM infectés, enfin d'autres moyens qui n'étaient pas nécessairement Internet. Donc Windows XP n'a pas été forcément conçu pour être le plus sécurisé possible, du moins dans cette partie réseau. Il y avait quelques possibilités, et donc évidemment à l'époque on parlait déjà de virus, donc les antivirus existaient déjà, et d'autres programmes de protection sur Internet ou sur des réseaux en tout cas, comme les pare-feux, voilà, ce genre de programme existait déjà, ce genre de choses existait déjà. Mais c'est vrai qu'à la maison, on n'avait pas forcément l'idée, en tout cas, tout le monde, malheureusement, n'installait pas un antivirus, tout le monde n'installait pas un pare-feu sur son ordinateur, parce que les ordinateurs étaient pas très puissants, et que si on commençait à rajouter des couches de logiciels et des couches de choses, automatiquement on perdait en performance. Et que tout simplement, c'était une notion qui n'était pas forcément toujours très répandue. Voilà. En entreprise, on l'avait compris. Mais à la maison, le particulier n'y pensait pas nécessairement. Seulement voilà, il y a eu un petit problème, c'est qu'entre-temps, enfin un problème il n'en est pas un, c'est qu'entre-temps les connexions Internet se sont développées et on a commencé à avoir des connexions haut débit, ADSL. Alors pas forcément ce qu'on connaît aujourd'hui, mais même des connexions qui peuvent paraître lentes aujourd'hui étaient déjà considérées comme très rapides à l'époque. Et du coup, les infections virales se transmettant par Internet se sont aussi popularisées.
Et il a fallu réagir à ce genre de choses. Et Microsoft a automatiquement réagi en apportant des correctifs, en essayant d'apporter des corrections sur des bugs, éventuellement, sur des failles de sécurité qui étaient détectées à ce moment-là. Et à force d'apporter des correctifs et des corrections, et ainsi de suite, bah, arrive un moment où on se rend compte qu'il faut changer un petit peu plus en profondeur le système. Et du coup, on est obligé de livrer une grosse mise à jour, et cette grosse mise à jour s'appelle un service pack. Et par exemple, le service pack 1 est sorti, je crois en 2002, courant 2002, alors j'ai plus la date exacte, mais il est sorti à ce moment-là, pour permettre d'améliorer la sécurité un petit peu. C'est pas encore là que Microsoft a fait le gros du travail en termes de sécurité, mais ça a amélioré déjà un petit peu les choses. Seulement voilà, c'était, comme je vous l'ai dit, pas suffisant. Il y avait encore d'autres problèmes qui arrivaient, d'autres failles, d'autres bugs, d'autres problématiques, et il a continué à y avoir des mises à jour régulières pour Windows XP. Et pour n'importe quel logiciel, finalement, on peut imaginer qu'il y ait des améliorations et que ça apporte des nouveautés. Seulement, le problème, c'est que plus on en rajoute, et forcément, plus le système devient lourd, et plus il faut des ressources pour pouvoir le faire fonctionner. La première version de Windows XP pouvait fonctionner, en théorie, sur un ordinateur qui n'avait que 64 mégaoctets de RAM. On ne parle pas de gigaoctets, on parle de mégaoctets. 64 mégaoctets de RAM était, en théorie, le minimum vital pour pouvoir faire fonctionner Windows XP. Microsoft conseillait néanmoins 128 mégaoctets pour avoir quelque chose qui tourne convenablement. Seulement voilà, quand on a installé le Service Pack 1 sur Windows XP de l'époque, bah, si vous aviez effectivement 64 mégaoctets, le Service Pack 1 commençait à être un petit peu plus gourmand, et il était conseillé d'avoir au minimum 128 mégaoctets de RAM, idéalement 256 pour pouvoir fonctionner correctement. Et plus tard, avec le Service Pack 2 qui est sorti, il a fallu encore plus de ressources, tout simplement parce que ce Service Pack 2 a été un gros changement dans Windows XP. Il a apporté des notions de sécurité, comme par exemple le pare-feu de Windows. Le pare-feu de Windows est apparu avec le Service Pack 2. Entre autres, il y a eu d'autres mises à jour, d'autres nouveautés, d'autres correctifs qui ont été apportés avec cette grosse mise à jour. Et à chaque fois qu'on avance, bah, on est de plus en plus gourmand. Et pour pouvoir faire fonctionner un pare-feu en interne dans le système, il a fallu aussi avoir plus de ressources. Et du coup, les 128 mégaoctets de RAM minimum qui étaient recommandés sont passés à 256 pour pouvoir faire fonctionner au minimum correctement les choses, et idéalement 512. Et je vous passe le détail, évidemment, le Service Pack 3 de Windows XP qui est sorti plus tard a apporté son lot de changements également, qui ne sont pas forcément toujours très visibles, mais en tout cas en interne, la façon dont le système change a été un petit peu importante, et du coup il a fallu changer en profondeur les choses, et il fallait d'autant plus de mémoire et de ressources, de performance pour pouvoir faire fonctionner ce système. Et évidemment, arrivé à ce point, Microsoft est arrivé à la conclusion de toute façon que Windows XP ne correspondait plus aux besoins et aux usages qu'on avait de l'ordinateur et qu'on avait d'Internet. Et c'est pour cette raison qu'en 2007, début 2007, Windows Vista est sorti. Et Windows Vista permettait, en théorie, d'apporter une nouvelle façon de voir les choses et changeait fondamentalement le noyau même du système. Windows XP, en fait, il a gardé plus ou moins son noyau d'origine. Il y a eu des correctifs qui ont changé des choses, mais globalement, la façon dont le système fonctionne en interne n'a pas forcément beaucoup évolué, malgré les mises à jour répétées et les services packs installés. Il y a quand même des choses qui sont restées fondamentalement les mêmes. Et du coup, en termes de sécurité, bah, c'était pas l'idéal. Et Microsoft s'en est rendu compte et a essayé de corriger ça dans Windows Vista. Seulement voilà, Windows Vista a apporté un changement tellement radical en interne que la plupart des pilotes de matériel qu'on avait à cette époque-là ne fonctionnaient pas forcément, ils n'étaient pas compatibles, et il y a eu plein de problèmes, des plantages à répétition. La première version de Vista a été une catastrophe sans nom, et du coup, la plupart des gens, que ce soit en entreprise ou que ce soit des particuliers, ont préféré revenir à Windows XP. Ils ont purement et simplement ignoré Windows Vista, ils sont revenus à Windows XP. Et du coup, ça fait que ce système a continué de vivre et de fonctionner, et ça a obligé un petit peu Microsoft à continuer de le maintenir, alors qu'ils avaient prévu de l'arrêter à ce moment-là. Alors il y a eu plusieurs annonces avec plusieurs dates différentes, mais globalement, c'était prévu pour 2009, quelque chose comme ça. Donc, on était en 2007 quand Vista est sorti, et ils ont laissé un peu de temps pour que les gens basculent. Seulement, voilà, les gens n'ont pas basculé en masse. Bien sûr, quand vous achetiez un nouvel ordinateur, il venait souvent équipé avec Windows Vista, et c'est pour ça que pas mal de personnes encore aujourd'hui ont Windows Vista sur leur ordinateur, parce qu'ils l'ont acheté à cette période-là, et que c'était livré avec, alors on n'a pas cherché plus loin, et on a gardé ce qui était en place. Donc voilà, il y a d'autres problèmes qui rentrent en compte, donc les personnes qui avaient déjà du matériel avant ne pouvaient pas forcément installer sur Vista, ça n'allait pas, donc du coup, le basculement ne s'est pas fait correctement, et Microsoft n'a pas pu réellement arrêter le support de Windows XP à ce moment-là. Pour essayer de corriger les choses, et de toute façon, dans l'évolution des systèmes, Windows 7 est sorti en 2009,
Et à ce moment-là, les services informatiques des entreprises ont, la plupart du temps, trouvé que ce système était déjà beaucoup plus stable, beaucoup mieux adapté à l'usage qu'ils en avaient. Et l'idée de migrer de Windows XP vers Windows 7 s'est déjà fait un peu plus réaliste. Et donc, à ce moment-là, Microsoft a pu, effectivement, pour laisser une dernière chance à toutes les personnes qui n'avaient pas encore eu le temps, ils ont annoncé une nouvelle date, qui est le 8 avril 2014. Et ça laissait du temps pour le faire. Seulement voilà, les entreprises l'ont fait, enfin beaucoup en tout cas l'ont fait, mais pas toutes. Et les particuliers n'ont pas nécessairement suivi cette histoire, et ils sont restés sur ce qu'ils avaient et qui fonctionnait bien à ce moment-là, parce qu'ils ont acheté l'ordinateur avec, ou parce qu'un ami leur a conseillé de mettre plutôt Windows XP, ou pour diverses raisons. Et il se trouve que encore aujourd'hui en 2014, il y a des ordinateurs qui ont Windows XP, qui fonctionnent très bien, certainement, mais tout le monde n'est pas passé à Windows Vista, et pas forcément à Windows 7, et alors très certainement pas à Windows 8. Seulement voilà, il y a d'autres ressources, enfin il y a d'autres raisons également qui ont fait que le basculement ne s'est pas fait, c'est que Windows Vista était plus gourmand en RAM. Il fallait par exemple avoir 1 Go de RAM au minimum pour faire fonctionner Windows Vista. Si vous aviez un ordinateur qui n'avait que 512 mégaoctets, il ne fallait pas espérer faire fonctionner Windows Vista correctement. Et encore moins Windows 7. Alors Windows 7 a apporté des améliorations, il est un petit peu moins lourd que Vista malgré tout. Mais ce n'est pas encore l'idéal. De toute façon, ça serait beaucoup trop lent, alors que vous aviez un ordinateur qui fonctionnait à peu près correctement, vous seriez retrouvé avec un ordinateur très très lent. Et alors, je vous passe le détail de Windows 8 et 8.1, qui nécessitent des performances que ces ordinateurs qui sont sur XP n'ont pas. Donc voilà globalement ce qu'il faut comprendre sur cette évolution de Windows, et pourquoi on en arrive à un point maintenant où il faut prendre une décision, il faut faire quelque chose, et Microsoft a pris la décision d'arrêter le support de Windows XP. Donc voilà globalement le pourquoi du comment. Donc maintenant on va essayer de s'intéresser à la suite. Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce que ça implique réellement cet arrêt du support? Donc à présent on a bien compris que Windows XP était finalement passé de mode, au-delà de l'effet de mode, et c'est même simplement le fonctionnement même du système qui n'est plus adapté à nos usages. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les solutions? Et surtout, qu'est-ce que ça va impliquer le fait que Microsoft arrête complètement de faire du support pour Windows XP? Eh bien, la conséquence directe, c'est qu'il n'y aura plus de mise à jour pour Windows XP. Ce qui veut dire que si un bug est détecté après le 8 avril, Microsoft ne lèvera pas le petit doigt pour essayer de le corriger. Ils en ont suffisamment fait jusque-là, en tout cas, c'est ce qu'ils considèrent, et ça peut paraître réaliste comme idée. Seulement voilà, un bug c'est une chose, une faille c'est autre chose, et c'est d'autant plus grave. Si on détecte à nouveau, ce qui est très probable, hein, une faille de sécurité dans Windows XP, c'est-à-dire un moyen par lequel quelqu'un de malveillant pourrait s'introduire dans l'ordinateur et voler des informations, ou casser des choses, ou que sais-je, eh bien, le problème qui va se poser, c'est que Microsoft ne lèvera pas le petit doigt non plus. Ils ne changeront rien dans ce système. Alors, ça c'est la théorie. En pratique, certains experts pensent effectivement plutôt que bon, si vraiment une faille vraiment importante permettait d'infecter beaucoup d'ordinateurs équipés encore de Windows XP, les vraies conséquences, c'est qu'il n'y a pas que Windows XP qui serait vulnérable du coup, parce que en étant par exemple sur un réseau informatique, si on a des ordinateurs avec du Windows 7 et du Windows Vista, mais aussi du Windows XP, les machines qui sont sur Windows XP et qui seraient infectées pourraient perturber le fonctionnement des autres ordinateurs qui seraient, eux, sur des systèmes considérés comme fiables. Donc, les correctifs se feraient pour Windows 7 et pour Windows Vista, mais peut-être que effectivement, il y aurait exceptionnellement un correctif pour les machines sur Windows XP restantes. Mais c'est vraiment du conditionnel, c'est l'avis de certains experts. Microsoft, a priori, officiellement en tout cas, n'a jamais affirmé ce genre de choses. Pour eux, le 8 avril 2014, c'est terminé et on n'en parle plus. Bon, très bien. Donc voilà en gros les conséquences. Ça c'est la conséquence directe. Ça ne veut pas dire que l'ordinateur va s'arrêter de fonctionner du jour au lendemain. Seulement voilà, imaginez que quelqu'un de malveillant ait déjà anticipé cette date du 8 avril et ils savent que Microsoft ne fera plus rien par la suite. Eh bien au lieu de sortir aujourd'hui, encore le 4 avril par exemple, un virus ou un programme malveillant qui exploiterait une faille que eux ont détectée dans Windows XP, ils vont peut-être attendre que Microsoft ne regarde plus rien et ne s'occupe plus de rien pour sortir leur nouveau virus ou leur nouveau programme malveillant. Effectivement, on peut s'attendre à ce que dans le courant du mois d'avril, peut-être vers la fin du mois d'avril, de nouveaux virus, de nouveaux programmes malveillants infectent les machines qui sont aujourd'hui sur Windows XP. C'est un risque. Alors ça ne veut pas dire que ça va arriver, on verra quand on y sera,
Mais pour le moment, en tout cas, on peut considérer que c'est un risque. Et a priori, Microsoft ne va rien faire. Donc ça, c'est la première des conséquences. Mais ça veut dire aussi que l'ordinateur va continuer de fonctionner et qu'on peut toujours essayer de parer ce problème avec peut-être une mise à jour d'antivirus ou l'installation d'un pare-feu différent de celui de Windows, ou des choses peut-être qui vont permettre d'améliorer ou de pallier du moins ce problème-là, des logiciels tiers en tout cas. Néanmoins, même si Microsoft arrête le support et donc les mises à jour de Windows XP, ils vont tout de même continuer, c'est dit officiellement sur leur site, les mises à jour pour l'antivirus de Microsoft, qui est Microsoft Security Essentials. Ils vont continuer à faire des mises à jour au moins pour cet antivirus et pour le logiciel de suppression de logiciels malveillants intégrés à Windows XP. Donc il y aura quand même encore des mises à jour, au moins jusqu'en 2015. Vraisemblablement au mois de juillet 2015. Mais ce n'est pas une raison, effectivement, pour attendre et pour ne rien faire. Quand on arrivera à la date butoir, là, on va vraiment se retrouver face à un problème. Et puis, autre chose va se produire, c'est que les logiciels aujourd'hui qui fonctionnent sur Windows, d'une façon générale, que ce soit XP, Vista, Windows 7 et maintenant Windows 8, là, ça veut dire que les éditeurs de logiciels sont obligés de garder cette compatibilité avec Windows XP. Mais si Microsoft se désintéresse de Windows XP, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer pour les éditeurs de logiciels? Alors peut-être que dans les premiers temps, les choses vont continuer de fonctionner, peut-être que les mises à jour de certains programmes, comme des antivirus, vont continuer de fonctionner sur Windows XP parce que fondamentalement, ça ne change peut-être pas tout, mais il se peut également que dans les mois qui vont suivre, certains logiciels vont nécessiter des mises à jour, mais ces mises à jour ne sont pas conçues pour Windows XP et du coup ne fonctionneront pas sur des ordinateurs qui seraient encore sur Windows XP. Donc petit à petit, si vous êtes aujourd'hui encore utilisateur de Windows XP, petit à petit, vous allez vous retrouver avec l'impossibilité d'ajouter des logiciels ou de mettre à jour certains logiciels, tout simplement parce que votre système n'est plus reconnu et ça ne fonctionnera plus dessus. Donc ça peut effectivement être un problème. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? A priori, il n'y a pas des milliards de solutions. Si vous avez aujourd'hui un ordinateur qui fonctionne avec Windows XP, il y a fort à parier que la configuration matérielle correspond à Windows XP, c'est-à-dire que probablement vous n'avez pas 1 Go de RAM. Vous pouvez très bien avoir 1 Go de RAM, c'est possible, mais peut-être que vous avez une carte mère qui est un peu ancienne, une carte graphique également qui est un peu ancienne, une carte réseau, une carte son qui sont un petit peu anciennes, et que peut-être les pilotes n'existent pas sur Vista ou n'existent pas sur Windows 7. Alors, il se peut qu'ils existent, ce serait une bonne chose, mais malgré tout, installer aujourd'hui un Windows 7 sur un ordinateur qui a déjà vraisemblablement plus de 6 ans ou de 7 ans, est-ce que c'est une bonne idée? Un ordinateur qui aurait 8 ou 10 ans, est-ce qu'il serait capable de faire fonctionner Windows 7? Peut-être, mais peut-être pas. Et pour trouver aujourd'hui, alors du Vista de toute façon c'est hors de question, mais admettons du Windows 7, ça va commencer à devenir très compliqué puisque aujourd'hui le fer de lance de Microsoft c'est Windows 8 et Windows 8.1. Et donc effectivement quand on achète un nouvel ordinateur aujourd'hui, il est équipé de Windows 8 à 99% du temps, sauf si effectivement on a la possibilité de passer par des distributeurs autres qui nous donnent encore la possibilité d'avoir Windows 7 sur ces systèmes-là. Donc la solution ce serait quoi? Soit d'essayer de migrer sur une nouvelle version de Windows, sur un Windows 7 par exemple, mais ça veut dire aussi que le matériel va devoir suivre un petit peu, il faudra peut-être rajouter de la mémoire dans l'ordinateur, si c'est possible, parce que parfois ça ne l'est pas. Et quand bien même, on va optimiser, on va améliorer un ordinateur qui finalement, enfin on va ajouter du matériel en tout cas dans un ordinateur qui finalement a déjà peut-être 8 ans. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir du matériel et du logiciel pour un ordinateur qui peut-être dans 6 mois va tomber en panne? Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Autre chose qu'on peut faire, c'est carrément de racheter un nouvel ordinateur. Et dans ce cas-là, effectivement, on partirait sur une nouvelle version de Windows, qui serait très certainement un Windows 8, peut-être un Windows 7 si vous en faites la demande, si vous avez envie de garder un Windows 7, mais c'est une autre possibilité. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités? Donc on l'a bien compris, il n'y a pas des milliards de solutions, effectivement. La plus évidente et la plus naturelle en tout cas, même si ce n'est pas forcément la seule, c'est effectivement de racheter un nouvel ordinateur ou d'essayer de faire évoluer son ordinateur actuel pour y mettre un autre Windows, parce que les gens sont habitués à Windows et que c'est facile de rester entre du Windows et du Windows. Seulement voilà, Windows 7 par exemple change un petit peu les habitudes par rapport à Windows XP. Pas fondamentalement, on est dans du Windows, on a encore les mêmes types d'outils, mais les choses ne sont pas rangées de la même façon, ne sont pas présentées non plus de la même façon, donc ça peut aussi être un petit peu perturbant pour certains utilisateurs. À côté de ça, quitte à devoir changer de système, finalement, est-ce que vraiment ça vaut le coup d'investir dans une licence Windows qui va coûter encore une centaine d'euros à peu près,
Investir encore dans du matériel pour ajouter de la mémoire ou pour peut-être avoir un disque dur plus gros dans un ordinateur qui a déjà plus de 8 ans, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir à ce point dans une machine qui finalement commence à être obsolète et qui peut-être va tomber en panne dans l'année qui suit? C'est peut-être pas une bonne idée. L'alternative, une des alternatives en tout cas qui existe, ce serait de passer sur un autre système, comme par exemple Linux. Et Linux, c'est donc un autre système d'exploitation que Windows, ça n'a rien à voir avec Windows, ça ne fonctionne pas de la même façon dans l'absolu, mais il y a des versions de Linux, il y a énormément de versions qu'on appelle des distributions, et chacune de ces distributions a ses spécificités. Et on peut personnaliser de façon très très poussée ce que fait Linux. Et il se trouve qu'il y a des gens qui ont eux-mêmes déjà personnalisé leur propre distribution de Linux pour la rendre par exemple très sécuritaire ou au contraire avoir un côté très facile à utiliser pour l'utilisateur néophyte. Et il y a même des versions de Linux qui sont finalement très proches, même visuellement, de ce que propose Windows. Alors même s'il y a bien entendu des choses qui changent, on a quand même une apparence qui peut ressembler à celle de Windows et qui fait que même un utilisateur débutant sur Linux, qui aurait au moins l'habitude par exemple de Windows XP, pourrait retrouver un équivalent de menu démarrer, un équivalent de barre de tâches, un explorateur de fichiers, ses propres dossiers, mes documents, mes images, ma musique. Ça existe sous Linux, il y a exactement ce type de fonctionnement qui existe, et ça peut être effectivement une alternative. Et l'avantage de Linux, c'est que majoritairement, dans la plupart des cas, il est gratuit. Alors, il y a des cas où Linux est payant, mais ça reste quand même une exception. Majoritairement, Linux, et son usage en tout cas pour des besoins personnels, pas en entreprise, va être gratuit la plupart du temps. Et on y trouve à peu près les mêmes outils, alors pas forcément sous les mêmes noms, il n'y a pas exactement tous les mêmes outils, par exemple la suite Office de Microsoft, donc Word, Excel, n'existe pas sur Linux, mais il y a des équivalents qui sont très proches au niveau de l'usage et qui peuvent même être compatibles au niveau des fichiers comme OpenOffice ou LibreOffice, qui sont en fait qui contiennent un traitement de texte qui comprend les fichiers Word, un tableur qui comprend les fichiers venant d'Excel, un logiciel de présentation qui comprend les fichiers qui viennent de PowerPoint. Donc on peut retrouver le même usage. On peut très facilement aller sur Internet, consulter ses mails, faire tout ce qu'on fait en général pour un usage basique, entre guillemets, à la maison. On peut faire la même chose sur Linux. On peut même trouver des petits jeux éventuellement. Alors, il y a fort à parier que si vous êtes encore sur Windows XP, aujourd'hui, vous n'avez pas le dernier jeu 3D à la mode, etc., qui a besoin d'une carte graphique très très performante et qui consomme un maximum de ressources. L'usage, en tout cas, fait que vous n'avez certainement pas de gros jeux installés, mais vous avez peut-être un petit démineur ou un jeu de cartes comme le solitaire auquel vous aimez jouer de temps en temps. Eh bien, on les retrouve également sur Linux. Il y a des distributions Linux, il y a des logiciels qui existent sur Linux pour installer des jeux plus performants. Ça commence à se populariser, c'est pas encore totalement développé, mais il y a des choses très intéressantes qui sont en train de se faire de ce côté-là. Et si votre but c'est de faire du jeu vidéo, vous avez aussi des distributions de Linux qui sont adaptées à ça. Et il y a des logiciels qui existent sur Linux qui commencent à permettre de jouer. C'était pas vraiment le cas jusqu'à il y a encore pas si longtemps que ça, et ça commence à l'être. Donc voilà, en tout cas pour un usage bureautique classique ou pour un usage familial, Linux peut être la solution. Et de la façon dont le système est fait, il est d'emblée beaucoup plus sécurisé que Windows ne peut l'être. Par exemple, il est rare, et c'est quasiment exceptionnel, de devoir installer un antivirus sur Linux. Tout simplement parce qu'il y a très peu de virus sur Linux. Tout simplement parce que le système ne permet pas facilement le déploiement d'un virus. Alors, c'est pas impossible, ça existe aussi sur Linux, mais il faut vraiment faire une bêtise pour que le virus se mette. Alors que sous Windows, parfois même sans avoir la sensation de faire une bêtise, on installe un programme malveillant alors qu'on avait pourtant l'impression que tout allait bien et qu'on n'a rien fait de mal. Ça peut arriver très facilement sur Windows. Sur Linux, c'est beaucoup plus rare, c'est quelque chose qui n'arrive quasiment jamais. Donc finalement, ça peut être intéressant. Et il y a des distributions de Linux également qui peuvent fonctionner sur des configurations modestes, sur des ordinateurs qui ont très peu de mémoire. Si vous avez par exemple 256 mégaoctets de RAM ou 512 mégaoctets de RAM, il existe des versions de Linux qui sont adaptées à ce type de fonctionnement et qui sont allégées, épurées peut-être sur certaines fonctionnalités, mais qui permettent en tout cas d'avoir un ordinateur qui va fonctionner peut-être mieux que ce que vous aviez sur Windows XP en termes de performance et vous permettre de faire exactement la même chose. Donc ça redonne un coup de jeune également à votre ordinateur qui peut être un petit peu vieillissant. Et comme ça vous aura coûté 0 €, finalement, est-ce que ça vaut pas le coup de l'essayer? Et encore une fois, ce qui est intéressant avec Linux, c'est qu'on peut l'essayer sans l'installer. On peut graver un CD de Linux,
en téléchargeant la distribution de notre choix, on verra ça dans une autre vidéo également, mais ça nous permet de tester simplement si déjà tout le matériel est bien reconnu, si l'interface nous convient, si l'usage va nous convenir, avant de casser quoi que ce soit sur le disque dur et avant de devoir l'installer réellement. C'est donc très intéressant. Donc on peut le faire à base de CD, on peut le faire également grâce à des clés USB, on verra ça également dans une autre vidéo, mais voilà, Linux nous offre tout cet éventail de possibilités qui peuvent finalement être une réponse au fait que Windows XP ne sera plus un système convenable, en tout cas d'ici très peu de temps. Donc voilà, globalement, l'alternative Linux, voilà un petit peu ce qu'on peut en dire. Voilà, en guise de conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que Windows XP est un système, ou du moins était, enfin en tout cas il l'est encore aujourd'hui, à la date du 4 avril 2014, un système qui marche plutôt bien, qui a de forts avantages, qui fait des choses très intéressantes, et qui clairement est une référence en la matière, même si on peut toujours trouver mieux, mais en tout cas Windows XP est quelque chose qui marche vraiment bien, sauf que voilà, ça arrive à son terme, tout simplement, on va arriver à la fin de Windows XP. C'est un système qui a fait son temps, qui est là depuis octobre 2001, donc on est aujourd'hui en avril 2014, donc voilà, vous voyez que ça a duré pendant pas mal de temps. C'est un système qui a très bien marché, qui a fait son office très bien en entreprise et également à la maison. Il a ses vulnérabilités, il a ses failles, et il est temps peut-être effectivement de tourner la page, de passer à autre chose. Donc voilà ce qu'on peut en dire globalement. Donc de deux choses l'une, soit effectivement on fait évoluer l'ordinateur qu'on a sous la main pour y mettre un nouveau système Windows, pourquoi pas un Windows 7, en espérant qu'on puisse le faire, que matériellement ce soit possible et que ce soit rentable économiquement. C'est pas toujours une bonne idée. Il existe d'autres alternatives comme acheter un nouvel ordinateur. Effectivement, en achetant un nouvel ordinateur, on repart pour un tour, on rachète un nouveau Windows donc finalement et on repart avec un Windows 7 ou un Windows 8 qui fonctionne et qui sera encore là pour un petit moment. Ou alors ça peut être une occasion également de tester, pourquoi pas, un Linux et voir ce que ça donne. De peut-être redonner un petit coup de jeune à cette machine qui est vieillissante et qui pourtant a peut-être encore de beaux mois ou de belles années encore devant elle. Alors, pourquoi pas, ça peut être une solution. Voilà, globalement, un petit peu ce qu'on peut dire de ça. Toujours est-il que Windows XP, vraiment, il va être temps, malgré tout, de faire quelque chose et de passer à autre chose, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité, parce que, tout simplement, si une faille est détectée par la suite, Microsoft ne lèvera pas le petit doigt. Et, encore une fois, ça peut être aussi pour des raisons de compatibilité logicielle. Il se trouve que les nouveaux logiciels qui vont sortir ne seront pas faits pour Windows XP, et vous ne pourrez pas, de toute façon, en bénéficier. Voilà, globalement, ce qu'on peut dire de ça. Donc c'était David pour Ordi Répare, j'espère que cette vidéo vous a été utile, qu'elle a été instructive en tout cas, et qu'elle vous a donné des pistes de réflexion pour, pourquoi pas, passer à autre chose. Donc j'espère vous revoir pour la prochaine vidéo.